Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec Coucou. Pitou et moi. Euh, on va vous lire quelques poèmes. Ouais. Rien de très, très spécial, hein, mais des petits trucs chouettes. On va voir un peu ce que ça donne. Euh, on va lire plus particulièrement des poèmes sur Baudelaire, quelques poèmes originaux aussi, et on va sans doute essayer de couvrir des traductions en anglais des poèmes de Baudelaire. Alors, Pitou, Oui. Qu'est-ce que tu veux? tu, euh, tu te souviens ce que je t'ai envoyé tantôt? Ouais, c'est ça. Donc, c'est né en 1821, Charles Baudelaire n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Sa mère se remarie un an plus tard avec le général Haudepich. Il refuse cette union et sera toujours en opposition avec ce militaire aux valeurs et aux aspirations très différentes des siennes. Il entre au lycée Louis-le-Grand à Paris. Baudelaire se fait remarquer par son caractère rebelle. Il commence à fréquenter le quartier latin. En 1839, il est renvoyé de Louis le Grand, mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit délibérément une vie de bohème. Sa famille, qui n'apprécie guère la vie dissolue du jeune homme, le pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage deviendra une source d'inspiration pour Charles. Et voilà. Oh. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est né en période napoléonienne, non? Il me semble. À peu près, ouais. 1821, ouais. Et, si je me trompe pas, c'est Napoléon III ou un truc comme ça qui est plus ou moins là peu après. Je ne Enfin, sais pas, je veux. alors, qu'est-ce qu'ils disent ici à peu près de lui? Qu'il est entre la modernité et la période du romantisme, à la croisée entre ces deux périodes. C'est intéressant ça. Et ensuite, sa plus grande œuvre, si je ne me trompe pas, a été écrite Les Fleurs du Mal en 1840. C'est ça. Et pour la première fois. Attends, non, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça. Il a commencé à travailler dessus en 1840, à l'âge de 19 ans. Il a publié pour la première fois en 1857, donc 17 ans après. Et directement, il a scandalisé la haute société avec son bouquin. Ah ouais, non, mais ça, Tu quand tu vois tous les t'imagines? poèmes qu'il y a dedans, ouais. Oh, arrête. Euh, enfin, avec les poèmes qu'il y a, ah bon, je suis d'accord, il parle de euh, sexe, drogue et des choses comme ça, d'alcool, mais bon, aujourd'hui tu Ouais, vas mais sur Twitter et c'est autre chose, quoi. remets ça dans la société de l'époque aussi, hein, où voir les chevilles d'une femme, c'était wouhou! Tu vois ce que je veux dire? Faut remettre ça dans son contexte aussi, hein. Oh, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un truc intéressant ici. Certains de ces poèmes, non, certaines pièces de ces, ouais, les pièces interdites paraissent en Belgique. Voilà, c'est ça. En fait, comme il est censuré, c'est Ouais, peut-être il pour ça fait des qu'il est trucs. aussi populaire par ici. Il est publié ici, mais pas en France, le pauvre. Bah ouais, ce que tu veux. À cette époque-là, c'était pas facile, hein. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il est perçu comme un romantique, mais il est en pleine période de, de l'art moderne. Il est un petit peu décalé en fait. Ouais.
Mais bon, enfin, il me semble que c'est aussi un certain romantisme moderne dans certains de ces textes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est juste que dans son style, c'est comme s'il était allé chercher un style classique pour la période dans laquelle il était déjà, tu vois. Enfin, je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais... Si, mais bon, ouais. Bah écoute, c'est pas pour de nos jours qu'il n'y a pas les gens qui continuent à écrire du classique dans la musique. Tu vois Ah, ce que je veux dire? bien sûr, évidemment. Alors, les thèmes qui sont, qui, justement, qui approchent ce livre, Les Fleurs du Mal, sont la souffrance d'ici-bas, considérée comme, selon le dogme chrétien, du péché originel, et qui implique l'expiation. Le dégoût du mal, et souvent de soi-même. Mm. L'obsession de la mort. Et Ça, en dernier, l'aspiration à un monde idéal accessible par de mystérieuses correspondances. C'est intéressant ça. Mais c'est vrai, quand je vois le livre, comment il a été écrit, c'est vrai qu'il parle de ces quatre thèmes. ouais, ce sont ces thèmes privilégiés, bah oui. Ce qui m'étonne, c'est la manière à laquelle ce livre a été publié. Tu vois, au lieu que ça soit euh, un livre qui publie, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, Ouais, Les Fleurs du Mal, en fait, c'était un petit peu son, le nom qu'il donnait pour tous ses recueils de poésie, en fait. Parce que chaque ouais, c'est ça. recueil, il les mettait dans Les Fleurs du Mal. Il les mettait dans les fleurs du mal. C'était une série à l'époque. Je crois que ça devait être une série de Là, petits livres, en au fait. début, c'était très court, et puis ça a continué à grandir et continué à grandir. Est-ce que tu veux nous faire une petite lecture? Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Bon, on va commencer, je sais pas. Là, je viens de tomber sur La fin de la journée de Charles Baudelaire, 1821-1867. Donc, euh, tiré des fleurs du mal, effectivement. Sonnet. Sous une lumière. Attends, excuse-moi. On recommence. Sous une lumière de blafarde, court, danse, et se tord sans raison. La vie, imprudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon, la nuit voluptueuse monte, apaise tout, même la faim, efface tout, même la honte. Le poète se dit, enfin, mon esprit commence, mes vertèbres, mes vertèbres invoquent ardemment le repos. Le cœur plein de songes et de funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler sous les rideaux. Ô rafraîchissantes ténèbres. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, moi aussi, je vais en lire un. Et comme pour l'instant, on est en français, je vais en lire un en français aussi. Enfin, bien que, ce qui se passe, c'est que l'un dans l'autre, à cause de son lien avec la culture anglo-saxonne, j'ai l'impression que je suis un peu obligé de le traduire en anglais. Euh, je sais pas si tu sais ça en fait, mais Baudelaire c'était un pote à Edgar Allan Poe. Non, ça je le savais pas. Eh ben, ils étaient comme ça. Baudelaire et Hmm. Edgar Allan Poe, ils étaient méga potes, au point que Baudelaire a traduit 5 des livres de Edgar Allan Poe. En français? Ouais. Et c'est des traductions qui sont considérées parfaites dans le sens où est-ce qu'elles riment et que ça Ouais, suit le qu'il a con. vraiment respecté Voilà, le. exactement. Il a totalement respecté la méthodologie d'Edgar Allan Poe. Et en fait, ces deux-là avaient un lien très fort parce que les deux étaient des romantiques dans le sens classique de l'écriture, mais étaient dans la période moderne.
de la poésie en fait. Alors, je vais essayer de donner une petite traduction ici du poème que tu as donné. The end of the day. Under the one dejected skies. Under the one dejected skies. Impudent, raucous, full of treason. This life runs, dancing without reason. Voluptuous night begins to rise, appeasing even those who fast, ravenous hunger making tame, and hiding all things, even shame. Until the poet says, "At last, my spirit, like my weary spine, can do with slumber, that is certain. Sad dreams invades this heart of mine. I'm off to lie down on my back and roll myself into your curtain, refreshing shadows, dense and black." Ouais. Et alors, tantôt tu as parlé du voyage que Baudelaire a fait vers l'Inde. Et en fait, Ouais, ça aussi c'est intéressant, cette partie de son histoire, parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, le père biologique de Baudelaire meurt quand lui il a 6 ans. Et sa ouais, mère se remarie avec... un général. voilà. Et Baudelaire s'entend pas avec ce mec. Non, Et ensuite, il est envoyé en Inde, si je comprends bien, pour forger un petit peu son caractère, à voilà. Calcutta. Enfin, ce qui, j'imagine, à l'époque devait être l'équivalent de l'Indochine ou un truc dans le genre. Et, et il ne finit pas son voyage, en fait. Il va pas jusqu'à Le, Calcutta. Non, non, il n'atteint jamais l'Inde, en fait. Si je me trompe pas, il arrive jusqu'à... Mais bon, ça, c'est à vérifier. Il arrive jusqu'à l'Égypte, passe quelques années par là, perdu dans, dans ce centre, là, le bassin méditerranéen. ouais, Et ensuite revient, mais la queue entre les jambes. En mode, j'ai pas fini mon voyage. Et j'ai ouais, pas été jusque là où est-ce qu'on m'a envoyé pour... Enfin, on m'a forcé à partir, en fait. Parce que lui, il voulait pas y aller, si j'ai bien compris l'histoire, en fait. ouais, il a été forcé, hein, Et alors, quand il rentre d'Inde, enfin, ouais, c'est là que ça change encore un peu les choses. Mais vas-y, lis-nous encore un poème et je vais faire une traduction juste après. Ou en Ouais. choisir un autre en français, en fait. Mais lis-nous un poème, s'il te plaît. Alors, cette fois-ci, je vais faire Don Juan aux enfers, poème de Charles Baudelaire de 1821 à 1867. Quand Don Ju... Attendez. Allez, excusez-moi. Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine, et lorsqu'il eut donné son orbe à Charon, un sombre mendiant, l'œil fier comme Artémis, un brave vengeur et fort, saisit, saisit chaque aviron, montrant leurs seins pendant leur robe, montrant leur robe ouverte. Des femmes se tordaient au noir firmament, et comme un grand troupeau de victimes offertes, derrière lui traînait un long mugissement. Sganaël, en riant, lui réclamait ses gages, tandis que Don Louis, avec un doigt tremblant, montrait tous les morts errants sur le rivage. Le fils audacieux qu'il railla son flanc, son front blanc, frissonnant sous l'œil, la chaste et maigre Elvire, près, près de l'époux perfide qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême souvenir.
Ô brillait la douleur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait, la, la barbe, et coupait le flot noir. Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne daignait rien voir. Et voilà. Ah, c'est bien. Alors, comme je disais, Baudelaire rentre de son voyage en Inde, et si je ne me trompe pas, son père meurt presque directement. Ouais, Enfin, son beau-père. tout son beau-père. Voilà. Je ne suis pas certain pour la mère, par contre, si elle meurt en même temps ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il hérite directement d'une très large somme d'argent. Ce qui lui permet de vivre dans le style de vie qu'il entretient à l'époque. C'est-à-dire une vie de bohème, quoi. Avec de l'alcool, des drogues, des femmes, Bah ouais, du enfin la vie cabaret. qui menaient les Voilà. artistes de bohème de l'époque. Voilà, exactement. L'absinthe. Ouais, enfin, tout ce monde bah, qu'aujourd'hui on admire, pour être honnête. On va au musée pour voir des dessins Ouais, de l'époque et ce genre de trucs, hein. c'est vrai. Et alors, en ce qui concerne les fleurs du mal, c'est assez intéressant. Alors, comme je disais tantôt, c'est un livre qui a été publié plusieurs fois. La première fois en euh, 1841, il commence sa jeunesse. Et ça, c'est juste quelques poèmes qui commencent. Et ça, c'est à l'âge de plus ou moins 17-18 ans. Et alors, en 1857, il publie sa première édition. Puis, il a un procès en 1857, la même année, dès que le bouquin sort. Et 2 ans plus tard, en 1861, enfin non, 4 ans plus tard, il publie une nouvelle version. 5 ans après ça, en 1866, il publie une troisième version. Et finalement, en 1868, il publie une quatrième version. Et dans sa tête, il a en tête de publier encore une autre version. Mais Waouh. il meurt. Ouais, c'est assez triste, mais bon. Cependant, cette autre version est une œuvre qui a été réhabilitée en fait. Ils ont retrouvé les poèmes que lui voulait compiler en plus et les rajouter. Et ils l'ont publié en 1949, presque un siècle après sa mort, enfin 80-70 ans après sa mort. C'est un travail qui a pris presque 17 ans, 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et on se retrouve au final avec plus d'une centaine de poèmes de Charles Baudelaire. Ce qui Ah, il a été finalement est très peu, hein. productif. Ouais, mais, non, mais finalement c'est assez peu, tu sais. Quand tu Ouais. considères, ouais, quand tu considères la- le poète en lui-même. Et en fait, je vais te dire franchement, c'est peu à cause de l'âge dans lequel il meurt. Il meurt à l'âge de 46 ans. Et en fait, 46 ans, c'est considéré être un début de carrière dans la vie d'un auteur. C'est malheureux à dire, hein, mais la plupart des auteurs, des écrivains vont à travers cette méthode, plus ou moins, parce qu'ils écrivent énormément pendant qu'ils sont jeunes. Puis, vers les 30, ils raffinent un peu leur méthode d'écriture, ils écrivent des nouveaux trucs. Et puis, à bout d'un certain âge, ils reviennent dans ce qu'ils avaient écrit dans le passé et le raffinent encore. Et basiquement, c'est ce qui manque Ah, à cet Baudelaire. auteur. Ouais, à Baudelaire. C'est, tu ressens vraiment la première partie de sa progression, quand il est jeune, produit énormément de trucs. La deuxième partie aussi de sa vie, tu le ressens dans ses autres livres qu'il a écrits par rapport aux drogues, aux alcools et tous ces trucs. Mais en fait, il manque une étape de sa vie dans ses œuvres que moi je trouve qui se ressemblent. Mais bon, ça c'est une pensée personnelle, j'ai envie de dire.
Alors, moi aussi, je vais vous lire un poème, parce que sinon, c'est tout le temps toi qui lis des poèmes en français. Et on va choisir à une passante. Alors, à une passante a été écrit en 1857. Donc, il a déjà 36 ans quand il écrit ce poème. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eus aimé, ô toi qui le savais. Alors je vais lire un autre, te laisser lire un troisième poème, Pierre. Ouais, pourquoi pas. Donc cette fois-ci, ça sera Le reniement de Saint-Pierre, poème de Charles Baudelaire de 1821 à 1867. Qu'est-ce que Dieu f- Qu'est-ce que Dieu fait donc de ces flots d'anathème qui montent tous les jours vers nos chers séraphins? Comment un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes? Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute, puisque, malgré le sang de leur volupté coûte, les cieux ne s'en sont point encore rassasiés. Ah Jésus, souviens-toi du jardin des Oliviers. Dans ta simplicité, tu priais à genoux. Celui qui dans un ciel riait sans bruit, qui criait un bruit des clous. Que, que d'ignobles bourreaux plantaient dans sa chair vive. Lorsque, lorsque vit cracher de ta divinité la crapule du corps de garde et de cuisine, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité, quand dans ton corps brisé par la pesanteur horrible, allongeaient tes beaux bras distendus, que ton sang et ta sueur coulaient de ton front pâlissant, quand tu fus devant, quand tu, quand tu fus devant tout posé comme comme une cible, rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux, où, où tu viens pour remplir l'éternelle promesse, où tu foulais monter sur une douce ânesse. Des chemins sont jonchés de fleurs et de rameaux, où le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces vils marchands à bout de bras, où tu fus maître enfin. Le, le remords n'a-t-il pas peiné dans ton flanc plus qu'avant la lance? Certes, je sortirai, quant à moi satisfait, d'un monde où l'action n'est pas la seule du rêve.
Puisse-je user du glaive et périr par le glaive? Si un Pierre a renié Jésus, il a bien fait. Voilà. Là, c'était Franchement, excellent. je m'excuse pour ma lecture, elle est monstrueuse, mais voilà, j'essaye de faire des efforts. J'espère que vous appréciez. Ah, t'inquiète pas, elle est très bien. Ta lecture, très 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 bien, t'inquiète pas. Bon, alors je vais lire un dernier poème encore pour clôturer ici. Je vais vous lire Le Cygne. C'est un poème que Charles Baudelaire a écrit à Victor Hugo. Alors ça c'est peut-être une partie de son histoire que j'ai pas approchée, mais Baudelaire, Victor Hugo et une autre série de poètes de son époque ont en fait n'aiment pas la République française, dont Napoléon III. C'est pour ça que je l'ai mentionné tantôt. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, hein, mais Victor Hugo a une maison en Belgique, ici, Oui, il avait une, ouais, oui, qui est connue. Enfin, deux ouais. maisons même En d'ailleurs. tout cas, en tout cas, en Belgique, ouais, elle est connue. Enfin, à Bruxelles, il y en a deux en tout cas que je Bruxelles, sais. ouais, Ouais. Il y en a une place de la Liberté et il y en a une proche du Square Ambiorix, si je me souviens bien. ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, celle du Square Ambiorix, elle est connue mondialement à cause du côté architectural. Enfin, connue mondialement dans le monde de l'architecture, bien sûr. Ouais, dans l'architecture. Ouais. Et Baudelaire, c'est la même chose. Il est venu en Belgique pour s'échapper de la République parce qu'il était censuré, je sais pas quoi. Victor Hugo il est venu en Belgique pour donner un petit souffle de révolution dans la Belgique, en fait, parce que il voulait, Ouais, il ils ont pensait voulu. il pensait que la République française avait raté sa tentative de devenir une république. Et il voulait faire quelque chose de nouveau ici. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, mais l'un dans Non. l'autre, voilà, ça fait partie de Ouais, ils ont. l'histoire. Et comme quoi, on a eu quand même quelques pères fondateurs, on va dire, qui, qui avaient une source littéraire, on va dire, des gens qui se sont Hmm. battus pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, ils sont partis aux Amériques hein, pour faire la révolution. Oui, tout à fait. Alors, Le Cygne, écrit en 1857 pour Victor Hugo. 1. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste, miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve. Ceci moi, menteur, qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile. Comme je traversais le nouveau carrousel, le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie. Là, je vis un matin à l'heure où, sous les cieux froids et clairs, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux. Un cygne qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés, frottant le pavé sec sur le sol raboteux, traînait son blanc plumage près d'un ruisseau sous eau. La bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal, oh, quand donc pleuvras-tu? Quand
donneras-tu, foudre? Je vois ce malheureux mythe étrange et fatal vers le ciel, quelquefois, comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif, tentant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. La deuxième partie. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, blocs, vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie. Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et ronge d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main de superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide, en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse amaigrie et phtisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se trouve jamais, jamais. À ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Et voilà. Bravo! Alors il y a une partie intéressante dans ce poème en fait. Pour vite complètement achever ça, c'est Baudelaire en fait a une relation super intéressante, romantique avec comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin bon, évidemment c'est un romantique donc il a plusieurs relations Ouais, romantiques, il avait plusieurs relations, mais mais il y a une dame qui l'a beaucoup inspiré, qui était une créole en fait, une créole. Il est tombé amoureux d'une créole que j'ai oublié son nom. Enfin bon, j'essaie de le trouver, mais j'arrive pas à le trouver. j'arrive plus, non. C'est pas grave. Non, franchement, moi, les amours de Baudelaire, je connais pas trop, franchement. Non. Bon, on va en rester là pour ce soir. Alors, bonne nuit tout le monde. J'espère que la lecture vous aura plu. Ciao! Ciao et à tout bientôt.